Dans quelques jours, nous connaîtrons les 70 sénateurs votés par les conseils municipaux et régionaux. C'était hier sur l'étendue du territoire national. Et au-delà de ces 70 sénateurs votés, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, doit également nommer 30 autres. Vous le savez autant que nous, notre Sénat compte et doit compter 100 sénateurs. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Votre émission On refait la presse ouvre ses portes avec ces informations liées au sénatorial 2023, avec ces élections qui se sont déroulées hier sur l'étendue du territoire national. Au-delà de ces informations, nous parlerons de la décentralisation dans le cadre de cette émission cet après-midi. Nous allons décrypter les informations traitées par nos confrères de la presse écrite pendant cette émission avec nos invités déjà installés sur le plateau. Le temps pour nous de recevoir Simon Métigué, c'est un habitué de ce plateau. Il communique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Simon, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean-Bertrand. Bernard. Jean-Bernard, c'est toujours. Bonjour Jean-Bernard, toutes mes excuses pour le quiproquo. Et bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à la chaîne républicaine CAM10 pour parler des choses qui concernent notre nation. Et puis, hier, dans l'après-midi, après 18 h, pendant les dépouillements et après, tous les militants sympathisants de votre parti avaient du sourire. Bon, les tendances semblent nous donner gagnant dans toutes les régions. Maintenant, nous allons attendre l'officialisation de ces résultats par les instances habilitées à le faire. Mais nous pensons que nous avons fait une très bonne campagne. Et c'est le lieu pour moi ici d'abord d'avoir une pensée pieuse pour une de nos candidates sénatrices qui est morte pendant la campagne dans le sud-ouest. Mais aussi féliciter le président national de la commission de campagne, le vice-premier ministre, son excellent Jean Kuete, qui a été au four au moulin avec toutes les commissions régionales, départementales jusqu'aux commissions communales. Tout le monde était sur le terrain. Lui-même s'est déployé lors des derniers jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Il était tour à tour à Douala et à Bafoussam, pendant que son adjoint, le camarade Grégoire Ona, le secrétaire général adjoint, était dans la Damawa, où évidemment c'était pas facile. C'est pas facile parce que vous vous souvenez qu'en 2020 nous avons perdu les régionales de ce côté, alors que nous avions la majorité, la majorité des électeurs qui tout au moins sortaient de notre parti, comme conseiller municipal et autres. Et donc nous avons perdu cela, nous avons serré ça en travers la gorge. Il a même, d'ailleurs, lors de sa tournée nationale, je parle du vice-premier ministre Jean Kuete, il était allé de ce côté, il avait été très amer à l'endroit de beaucoup de nos militants, en se disant que c'était impensable que nous perdions alors que nous avions tous les moyens de gagner. Donc je crois que si les choses se dessinaient comme on l'a si bien vu, je crois que son travail aura payé, ainsi que celui de son adjoint, le ministre Grégoire Ona. Et donc nous serons très fiers d'avoir ces 70 places, même si, il faut le dire, nous irons avec 69 places parce qu'une de nôtres est partie, en attendant qu'on organise une autre élection partielle pour trouver qui pourra la remplacer. Je crois que pour nous, les 2 semaines de campagne où on a mouillé le maillot, peut-être que ça n'a pas été pour rien. De toutes les façons, on attend les résultats officiels. Là, nous sommes dans des pronostics, des statistiques d'hier. Et puis, au regard de ce qui s'est dit, on a l'impression que votre parti sort avec une victoire en attendant la publication officielle. Également sur le plateau, Monsieur Abou, bon après-midi et bienvenue. Merci. Bonjour Jean, bonjour Simon, bonjour à tous vos téléspectateurs. Il faut dire que vous êtes responsable d'une ONG qui était également hier sur le terrain dans le cadre de cette émission ces élections en tant que scrutateur.
observateur. Observateur, voilà. Observateur. Effectivement, Initiative Communautaire était sur le terrain. Nous avons été accrédités pour 5 régions. Nous avons pu déployer en tout une vingtaine d'observateurs à travers les 5 régions pour lesquelles nous avons été accrédités par le ministre de l'administration territoriale. Alors, je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans votre ONG. De quoi s'agit-il exactement? Initiative communautaire, pour le moment, c'est une association. Nous n'avons pas encore le statut d'ONG. Oui, donc Initiative communautaire est une association. Elle a été, nous bénéficions du récépissé des déclarations d'association depuis pratiquement l'année 2020. Mais nous sommes sur le terrain depuis, il faut le dire, depuis 2017 déjà. Nous sommes sur le terrain. Nous exercions le fait et puis nous avons bénéficié d'un récépissé de déclaration d'association comme ça, signé par la préfecture du Mfundi en 2020. Initiative communautaire a pour objectif justement de rassembler ses membres par communauté. Quand on entend ici par communauté, c'est beaucoup plus les communautés sur le plan professionnel, sur le plan social. Les mototaximans, c'est une communauté. Les Bayamselam, c'est des communautés. Ce qui fait que nous les rassemblons dans le cadre de nos activités, dans les domaines précis. Nous faisons non seulement dans la gouvernance électorale, mais nous faisons également dans la santé communautaire notamment. Nous mobilisons les populations sur des thématiques liées au VIH-Sida, par exemple, le paludisme, le choléra et puis ces maladies-là. Initiative communautaire à Yaoundé est basée à Omnisport, la nouvelle route Omnisport. Oui, c'est où nous sommes basés pour le moment. D'accord, mesdames et messieurs, vous regardez l'émission On refait la presse sur la télévision républicaine. Nous allons prendre une légère transition avant de recevoir M. Séverin, qui est spécialiste en question de décentralisation, Séverin Alembe. On prend la transition et on revient sur le plateau. Merci, mesdames. Nous allons d'abord en kiosque et on revient en kiosque. Ce jour, on commence avec le journal que nous propose la technique. Il s'agit du journal qui parle des élections d'hier. Un petit souci avec l'ordre. Voilà, on prend la primeur de l'info. C'est le tout premier journal que nous prenons cet après-midi. Le journal La Primeur de l'info nous amène tout d'abord dans la région du sud, à l'oreille gauche. Le journal écrit: les populations de Wangamné et Omvin veulent regagner le Gabon. C'est l'information à lire dans le journal La Primeur de l'info de ce jour. Et au pied gauche, le journal écrit: Martinez Zogo, le Messie qui est mort pour la presse. Le journal revient sur les circonstances et l'évolution des enquêtes liées à l'assassinat de Martinez Zogo. Et le journal n'a pas manqué de faire un clin d'œil à la télévision républicaine CAM 10. Au pied gauche, le journal écrit CAM 10, la télévision républicaine qui monte en puissance au regard de ses multiples programmes présentés à ses téléspectateurs. Le grand débat, par exemple, on refait la presse, ses éditions d'information, également des documentaires à regarder sur la télévision républicaine font de cette télévision une télévision montante que plusieurs Camerounais
apprécie sur le plan national et international. À sa grande une, le journal écrit « Nomination des 30 sénateurs ». Commentaire pour bénéficier du précieux sésame. C'est une interrogation dont la réponse se trouve dans le journal à primeur de l'info. Depuis l'avènement de la Chambre haute du Parlement camerounais, les langues se délient au sujet des critères de nomination des 30 du chef de l'État. Sur ces albinos, pygmées, des brouillards camerounais d'un autre genre démontrent à Paul Biya d'être paternel plus que par le passé pour que les inégalités sociales au Cameroun s'expriment à l'imparfait, écrit le journal La Primeur de l'information. Un autre journal en kiosque, c'est le quotidien national Cameroun Tribune. Le quotidien de Marie-Claire Nana écrit « Élection sénatoriale, ça y est, les électeurs ». Plus de 11 000 conseillers régionaux et conseillers municipaux chargés d'élire la 3e cuvée des sénateurs de l'histoire politique du Cameroun se sont rendus aux urnes hier avec enthousiasme pour faire leur choix. D'après le directeur général des élections, Éric Essoussé, tout s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Place maintenant à la centralisation et à la vérification des suffrages par les commissions régionales de supervision. Ce sont des pages spéciales que le journal Cameroun Tribune livre à ses lecteurs ce jour. On évolue en kiosque avec un autre journal. Il s'agit du journal Le Reporter Hebdo qui écrit « Élection sénatoriale du 12 mars 2023 ». Le Mungo a donc reçu sa commission conduite par le commando Thomas Toboyom qui donc dans la délégation avec un certain Jean Massena Galé Bibéret. C'était entre le 1er et le 3 mars 2023 pendant 3 jours. C'est au cadre de ce parti politique ont effectué une descente et le journal titre à sa grande une comme un poisson dans l'eau. Mungo, c'est pour parler justement de ces campagnes qui aujourd'hui semblent donner raison avec la victoire annoncée de ce parti politique. Un autre journal en kiosque, mesdames et messieurs, c'est l'Info à chaud qui, à l'oreille gauche, annonce le décès d'Alphonse Béni qui n'est plus. Clap de fin pour Black Ninja, c'est-à-dire au niveau des pages 10 et 11. Le journal a sa grande une écrit sénatoriale du 12 mars 2023. Encore le RDPC. Les premières tendances laissent croire que le parti de Paul Biya aurait remporté les 70 postes de sénateurs en compétition. Le satisfecit d'Elections Cameroun sur la réussite du scrutin, l'intégralité de la déclaration à chaud du ministre de l'administration territoriale au niveau de la page 5 du journal L'Info à chaud de ce jour. On évolue en kiosque avec un autre journal qui traite de cette information, le journal Essingan. Essingan de ce jour, écrit sénatorial, copie sans faute. Connu de tous pour son action, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndi, vient donc une fois de plus de s'illustrer par son implication implacable dans la réussite du processus électoral des sénatoriales qui ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national hier, 12 mars 2023. Le MINAT a dressé le bilan d'une journée calme au cours de laquelle le vote s'est déroulé dans la paix, la sérénité, la sécurité et la transparence. Évaluation qui lui vaut un 0 faute, écrit le journal Essingan de ce jour. Un autre journal
en kiosque, c'est l'œil du Sahel. Le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun écrit sénatorial 2023, la razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Grand Nord, cette partie du pays qui, selon le journal L'Œil du Sahel, donne la victoire au RDPC selon les tendances déjà en circulation dans des médias et des plateformes. Un autre journal en kiosque qui traite de cette information, c'est le journal de l'économie. L'hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage économique écrit sénatorial dans le centre. À mon atelier le 9 mars dernier, l'élite politique du département, sous la conduite du ministre Henri Eyebe-Aïssi, a garanti au président de la commission régionale de campagne pour le centre, René Emmanuel Sadi, une victoire à 100% au RDPC au soir du 12 mars. C'est en tout cas ce qui convient désormais d'appeler le consensus de mon atelier. Le journal de Jean Nio écrit au pied presse Fokou obtient la licence pour mettre en bouteille Coca-Cola au Gabon. À lire les détails au niveau de la page 7 du journal de l'économie. On évolue en kiosque avec un autre journal. Il s'agit du journal Meyo Mesala Hebdo qui parle de la CEMAC. Bilan élogieux de Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État depuis le 24 mars 2019. Le numéro 1 camerounais a, en dépit de nombreuses crises, que porte la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale vers les rêvages de son autonomie. En exclusivité, MH présente le bulletin de santé de cette organisation à la veille du sommet de Yaoundé prévu du 16 au 17 mars 2023. Cette période où les chefs d'État et membres du gouvernement de la zone Afrique centrale vont se retrouver à Yaoundé dans le cadre de ce sommet de haut niveau. Le journal Meyo Mesala Hebdo revient donc sur le passé et les perspectives avec le bilan élogieux du président en exercice de la CEMAC. Un autre journal en kiosque, c'est le journal financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire qui traite d'actualité économique, écrit programme économique et financier, le FMI. Le FMI approuve justement la gestion des finances publiques du Cameroun. Le conseil d'administration du 8 mars 2023 encourage le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles. Il a autorisé un décaissement de 46 milliards de francs CFA qui ouvre la voie aux appuis financiers de la Banque mondiale, la BAD, la FD, etc. C'est-à-dire au niveau de la page 4 du journal financier d'Afrique. On évolue avec un autre journal en kiosque qui traite de l'électricité, le quotidien. Le quotidien de ce jeu est créé à l'électricité, cap sur l'électrification rurale. C'est à lire au niveau de la page 6 et 7 du journal Le Quotidien avec ses multiples coupures de ces derniers temps. Le journal nous fait savoir que le Cameroun évolue vers la fin des délestages. Un autre journal en kiosque qui traite de cette information, c'est l'Avenir. Le journal L'Avenir écrit Cameroun, 35 milliards de francs CFA pour l'électrification rurale. La semaine dernière à Yaoundé, 3 acteurs majeurs ont accordé leur violon via la signature d'un accord de financement pour le bien de l'électrification rurale. Le ministre de l'Eau
et de l'énergie Gaston Edundoui Somba, le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh, ainsi que la Banque africaine de développement dont se sont accordés sur ce point en ce qui concerne l'électrification des zones rurales au Cameroun. Un autre journal en kiosque, mesdames et messieurs, pour évoluer vers la fin avec un autre journal. La République parle de la gouvernance avec la fourniture de l'électricité en période d'étiage, délestage maîtrisé et atténué au Cameroun. Présagé pour s'étendre jusqu'au mois de mars courant, les délestages dans les principales villes du Cameroun ont été maîtrisés selon le journal La République. Il faut lire davantage au niveau des pages 4 et 5 pour avoir les détails de cette information donnée par le journal La République. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Génération Libre, le bi-hebdomadaire d'information générale écrit délestage, retour progressif à la normal avec le séjour du ministre de l'eau et de l'énergie dans certaines villes du Cameroun. L'on peut dire avec certitude, selon le journal Génération Libre, que la descente a permis de toucher du doigt les problèmes que connaissent les populations camerounaises et plusieurs annonces fortes dans le sens d'améliorer le rendu ou la distribution de l'énergie dans les villes du Cameroun ont été annoncées. Un autre journal en kiosque, c'est l'économie qui traite du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Évaluation de ce qu'ils se sont dit en 2021. Les dirigeants des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se retrouvent à Yaoundé le 17 mars 2023. Un autre journal en kiosque, mesdames et messieurs, c'est Réalité Plus qui parle de l'université de Ngaoundéré. Le contrôleur financier Nkili Abesolo est en larmes. Il met le recteur Ofi Florence à la retraite, oubliant que seul le président de la République décide que les postes de ministre, gouverneur, recteur, CED et directeurs généraux sont politiques partout. Au pied du journal de Paul Ngwari Kindi l'ont écrit Yoko Tronson Mankim Meteng. Les Chinois sont prêts à lancer le bitumage des 62 km à lire au niveau de la page 3. Un autre journal pour évoluer justement vers la fin, c'est celui de Georges Alain Boyomo. Mutation, écrit Parlement, le scandale des micro-projets, 2,5 milliards de francs, soit 8 millions pour chaque député et 10 millions pour chaque sénateur alloué chaque année. Le détournement de ces fonds publics commente la mise sur pied d'une commission d'enquête. À lire au niveau de la page 5 et au pied droit, le journal nous amène à Konsamba pour dire qu'un bébé calciné dans une couveuse. C'est à lire au niveau de la page 8. On finit cette revue avec le journal Le Jour. Le Jour écrit Ville Bafoussam. Comment accélérer la modernisation? Le forum pour le développement du chef-lieu de la région de l'Ouest, clôturé vendredi dernier, veut mobiliser la diaspora pour des projets à fort impact socio-économique. La ville tire déjà davantage du programme C2D, capitale régionale et des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021. Le quotidien Le Jour a donc traité de cette information dans un dossier de près de 4 pages de sa sortie de ce jour. C'est pour revenir sur le plateau et recevoir notre invité Séverin à Sembe. Bon après-midi et bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs de Camdi. C'est un plaisir de partager avec eux les événements qui rythment le cours de la vie au Cameroun en ce moment, notamment les sénatoriales. On vous accueille justement avec
ces informations. Vous avez regardé avec nous les unes. Il y a quand même quelques-unes qui vous ont marqué. Naturellement, la question que le RDPC soit très largement majoritaire au chiffre de ces élections, qui est une bonne chose pour ce parti, que j'encourage d'ailleurs, parce que dans un contexte démocratique, la vie, c'est pour les plus forts. Maintenant, il va falloir qu'on intègre que la démocratie, ce n'est pas seulement la loi du grand nombre, que la démocratie, c'est aussi la diversité, pour que le président de la République, dans le choix qui lui est dévolu pour compléter cette liste, puisse tenir compte de ce que le Cameroun est un pays démocratique, les autres partis ont leur voix au chapitre, un Sénat avec une majorité, avec une diversité plus riche encore, est un Sénat plus audible. Un Sénat avec plusieurs partis politiques permet aux années à venir de voir un Cameroun plus dynamique au plan de l'échange des idées, parce que le fait qu'on soit très majoritaire, penché vers un parti politique, peut s'avérer comme être une limite pour le développement de la démocratie. Est-ce que cela démontrerait à suffisance les faiblesses des partis de l'opposition au Cameroun? Les partis de l'opposition ont opéré des choix. Vous savez, nous avons une opposition forte du côté du SDF. Nous avons une opposition modérée du côté des autres partis politiques. Nous avons aussi constaté un faible renouvellement du personnel du sommet stratégique des partis d'opposition. Vous savez, quand vous avez couru 30-40 ans à la tête d'un parti politique, l'engouement commence à s'estomper. C'est la raison pour laquelle, au-delà de 30 ans, ça commence à être difficile. Ceux qui aspiraient à monter, voir leurs ambitions toucher le plafond de verre, ceux qui aspiraient à un renouvellement d'idées ne voient pas leurs idées fondamentalement se renouveler, et ça impacte immédiatement sur la qualité des prestations des partis politiques. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'au sein même des partis politiques qui ont un certain âge, le débat politique du point de vue des idées s'est beaucoup affaibli. On ne brille pas beaucoup par les idées, on brille par autre chose, et vivement que cette situation arrive en bout de cycle, de telle sorte que dans tous les partis politiques, les idées se renouvellent, la démocratie gagne en vitalité, et puis cela impactera directement sur le développement de notre pays. Quelle serait votre réaction, Simon, si à jamais les 70 places au Sénat reviennent au RDPC? Ce serait une situation normale. Normal, pourquoi? Parce que l'élection sénatoriale est une élection qui est conséquente aux précédentes. Vous avez l'élection présidentielle qui prend le décor avec un programme de société qui est lancé. Vous savez très bien que c'est le Cameroun qui porte le programme d'un Cameroun unitaire décentralisé. Et donc, les régionales et les municipales viennent compléter cela avec la mise en place des régions, des CTD, c'est-à-dire des régions et des communes. Maintenant, qui sont des électeurs, c'est-à-dire que dont les conseillers sont des électeurs pour les sénateurs. Et donc, c'est normal que pour un parti politique qui a gagné le cœur de l'électorat, donc qui a gagné le cœur du peuple camerounais, c'est normal qu'on lui donne une large marge de manœuvre pour qu'il implémente ce qu'il a proposé aux Camerounais. Ce n'est pas la diversité du Parlement ne peut pas être le manque de diversité ne peut pas être la faute du président de la République, ne peut pas être de la faute, du moins est une conséquence, même pas de la faute. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, je pense à SDF prône le fédéralisme. C'est normal que pour une région comme le Nord-Ouest qui a accepté la décentralisation, que ses élus votent pour le courant de décentralisation. C'est normal. Je crois que l'élection sénatoriale de mars a clairement montré, d'abord, que les Camerounais sont matures et que, contrairement à ce que les uns et les autres ont pu dire qu'on vote pas, on vote un programme. On vote un programme. On a très bien vu que
aujourd'hui, et c'était si, parce que tel que je vois les tendances, sauf peut-être s'il y a, mais je crois qu'on va vers ce type de résultat où évidemment on veut donner, l'électorat veut donner, les représentants du peuple veulent donner une marge de manœuvre importante à celui-là qui a proposé pour un programme de société, la décentralisation, pour qu'il implémente cela. Je crois que c'est ce qu'il faut regarder ici. Donc c'est une élection qui est claire, c'est la science. C'est-à-dire que est-ce qu'on pouvait avoir une élection où un parti qui prône plutôt, qui est contre la décentralisation, est-ce qu'on pouvait avoir une élection où un parti qui devait gagner? Ça serait même l'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Je crois que l'élection sénatoriale est conséquente aux deux précédentes. On a très bien vu que lors des régionales, le RDPC a pris 9 régions sur 10. Et même l'autre parti, c'est-à-dire que l'UNDP, qui nous a gagné à la Dambawa, est dans cette mouvance-là. Sauf que bon, peut-être son programme n'a pas été plus alléchant que celui du RDPC qui était bien plus abouti, Et on a très bien vu que la tendance est renversée. Je reste sur les tendances, c'est-à-dire qu'en attendant bien évidemment la validation de ces élections par les instances agréées. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne pouvait pas s'attendre. Objectivement, on ne peut pas s'attendre à une diversité des partis politiques au Sénat. Maintenant, il revient au président de la République, dans sa discrétion, de voir s'il est d'accord sur les 30 sénateurs qu'il doit nommer, que la Constitution lui donne droit de nommer, s'il veut que ce soit que le Sénat soit, il y ait plusieurs autres partis politiques, c'est son droit, c'est lui qui maîtrise mieux l'architecture nationale de ce registre-là. Mais nous, au sein du RDPC, pour nous voulons qu'on nous donne les pleins droits. Qu'on ait les pleins droits, mais maintenant... Je reviens vers vous avec pratiquement la même question. Puisqu'il s'agit des sénatoriales, des sénateurs, des représentants du peuple. Si à jamais les 70 places reviennent au RDPC, est-ce qu'on n'aura pas l'impression qu'on évolue tout doucement vers... qu'on revienne avec le parti unique? Bon, s'il faut s'étendre sur ce débat-là, moi je commencerai déjà par dire à mon frère co-panéliste que les partis politiques ne sont pas la seule composante de la société. Ça, je crois qu'il faudrait qu'on évolue déjà vers cela. Nous avons il y a les ONG, on a les associations, nous avons la société civile, les journalistes, le secteur des journalistes et autres. Donc, je crois que les partis politiques ont eu la possibilité de compétir au cours de l'élection qui est passée pour les 70 postes. S'il faut faire des propositions, c'est-à-dire qui s'adressent au chef de l'État, il faudrait peut-être que, pour une fois, que le chef d'État regarde vers les autres composantes de la société civile. Mais l'ancien Sénat avec un député, journaliste dans l'ancienne équipe, dans l'équipe sortante. Il faudrait, tout en consolidant ce que le frère dit, intégrer que le jeu politique est animé par les partis politiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu réservés vis-à-vis de la qualité du débat au sein d'un Parlement à forte majorité RDPC, étant entendu que le RDPC est un parti qui a consolidé son idéologie, que tous les RDPCistes partagent, ce qui est une très très bonne chose, avec de faibles variantes du point de vue du développement des idées. Vous m'avez coupé. Oui, moi j'allais évoluer. Je crois que même les syndicats font partie, c'est une composante de la société. Les syndicats peuvent également apporter leur contribution aux différents débats qui se tiennent dans la chambre haute de notre Parlement, effectivement. Donc, moi je crois qu'on devrait s'ouvrir, l'évolution serait vraiment de s'ouvrir vers les autres composantes de la société.
Il y a quelques années, les enseignants, par exemple, on a eu un mouvement social qui concernait les enseignants. Pourquoi ne pas regarder vers les syndicats des enseignants, regarder vers les syndicats des consommateurs, par exemple? Nous savons que la problématique de la vie chère actuellement est une problématique actuelle. Je pense que la contribution des autres composants de la société civile apporterait quelque chose certainement de nouveau. Je ne m'oppose pas à ce que dans un élan d'ouverture que le président de la République regarde vers les autres partis politiques, parce qu'il faut bien la diversité. Comment dire, c'est une preuve de, comment dire, elle apporte de la richesse dans le débat. Mais je crois que les autres composants de la société civile comptent également. Il faudrait que on apprenne également à faire avec ces autres composantes-là. Oui, moi je ne peux pas donner de conseils au président de la République parce qu'il est bien plus intelligent que moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là-bas. Mais moi, en tant que militant du RDPC, je pense que nous avons besoin même encore des autres 30 sénateurs. Bien évidemment, parce que le choix porté, déjà le choix a été porté pour nous par les élus. Et donc, si on veut mieux implémenter la décentralisation que nous avons nous-mêmes amenée, je crois qu'il n'est pas question ici de rester dans un débat, de créer un débat autour. Parce que d'abord, il faut noter qu'il y a des sensibilités. Je crois qu'il y a 4 sensibilités au Cameroun. Aujourd'hui, sensibilité politique ou autre. La nôtre, bon, c'est vrai qu'il y a des partis, la majorité présidentielle. Je crois que qui peuvent être dans la même vision, peut-être sur le plan idéologique, mais sur le plan de l'implémentation, sur le plan, comment dire, de la théâtralisation, peuvent avoir des divergences. Peut-être, mais en tout état de cause, nous pensons que la décentralisation, je voudrais dire que le programme de société que nous avons soumis à l'endroit du peuple camerounais est le plus abouti. Et donc, en ce moment où le Sénat est davantage plus important, les deux premières mandatures étant réservées à l'élaboration des lois et au parachèvement de la décentralisation avec la mise en place des régions, celle-ci, ce sera un mandat de terrain. Un mandat de terrain où on doit accélérer la décentralisation. Parce qu'on parle de la vie chère, justement, la décentralisation est une solution à la vie chère. C'est-à-dire que la décentralisation permettra d'abord, de ramener que les gens, en fait, de désengorger les grandes villes, de permettre que les gens trouvent le travail un peu partout et de faire à ce qui est le développement soit porté partout et non seulement dans les grandes villes. Donc nous pensons que nous qui avons pensé cela au sein du RDPC et qui avons porté notre candidat, le premier candidat du RDPC qui est son Excellence Paul Biya et qui a présenté ce projet à l'endroit du peuple camerounais qu'il a si bien validé, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons avoir les mains libres pour pouvoir implémenter cela. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que les candidats qui ont été choisis, vous regardez très bien, c'est des candidats qui sont prêts pour la tâche. Je crois que aujourd'hui, il faut plus penser, et là c'est le secrétaire général qui le disait, du comité central, le vice-premier ministre, je crois qu'il le disait à Douala. Donc, à l'ouverture, il disait que quand vous voterez, pensez à l'avenir de nos localités. Ça veut dire que nous sommes portés maintenant vers le développement local. Et donc, parlant de l'avenir, il y a le journal L'Avenir qui traite de cette information avec les délestages. On nous annonce une amélioration considérable en ce qui concerne la production de l'énergie. Avec le retour des pluies, Simon, on vient encore des coupures dans des villes comme Yaoundé, Douala. Je crois que le gouvernement, moi je suis cette actualité depuis, le gouvernement a joué franc jeu. Et je crois que c'est certains hommes politiques vraiment parfois tourmentés qui veulent créer la zizanie au sein de l'opinion. En juin 2021, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a présenté la figure globale de l'état, l'état des lieux de l'énergie au Cameroun. Nous avons un taux d'électrification qui va à 67% et il y a, je crois, 33%. Donc nous avons un déficit de 33%. Et donc il y a 9000 localités qui ne sont pas électrifiées. Et donc, on va se rendre compte que tout le temps, ce n'est pas la première fois, c'est cyclique.
Mais le gouvernement fait un travail excellent. Vous avez par exemple, l'année dernière, on a eu les mêmes problèmes. Parce qu'on vous dit que les barrages comme ceux de Menvele ou de Mekine, ou même de Lac-d'Eau, et je crois de Lac-d'Eau, par exemple, sont des barrages qui sont situés dans des fleuves où il n'y a pas de barrage de retenue d'eau, donc capable de réguler le fleuve. Ça veut dire qu'en période d'étiage, donc en période de saison sèche, il y a baisse des eaux et donc il y a baisse énergétique. Par exemple, le barrage de Menvele qui doit produire 211 MW, produit en période d'étiage 90 MW. C'est normal qu'on ait des délestages. Parce qu'ici, il faut pouvoir donner à tout le monde. Et donc, parfois, on peut couper par-ci, ainsi de suite, ainsi, pour que l'activité ne soit pas, comment dire, paralysée à un côté et privilégiée ailleurs. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Vous avez, par exemple, le barrage de Natchigal, qui sera mis en service. La première partie sera mise en service en fin 2023, si je m'en tiens au discours du président de la République, qui est d'ailleurs un discours vrai. Et en 2024, on va le libérer, qui produira 30%. Ça veut dire qu'il portera certainement le taux à 95%. Et donc, il va avoir les régions du Nord et certaines régions, dans les régions interconnectées Nord, peut-être interconnectées Est et autres, on va voir certaines régions retrouver la sérénité dans l'électrification. Même, je parle du discours du président qui également annonçait cette année l'inauguration de l'usine de pieds de Lompanga, donc l'usine de pieds qui produira 30 MW à côté du gigantesque barrage de retenue d'eau, justement qui régule le lit de la Sanaga. Parce que vous verrez très bien que tous les barrages qui ont été construits sur la Sanaga n'ont pas de problème. Ils produisent l'énergie électrique à tout le même taux d'énergie électrique du début jusqu'à la fin de l'année sans problème. Et d'ailleurs, le président de la République envisage même construire un barrage à Menvele 2, mais un barrage de retenue d'eau, justement pour ce cas de figure. Donc nous pensons qu'il faut qu'aujourd'hui, les leaders d'opinion apprennent à dire la vérité. Ce n'est pas dans notre intérêt de vouloir manipuler le peuple. Il faut dire au peuple la vérité. En ce moment, le Cameroun a un déficit énergétique de 33%. Mais l'État, d'ici 2024, va augmenter de 30% cela. Et maintenant, la décentralisation prend le relais. Parce que les petits barrages qu'on peut construire, comme par exemple celui de Mbakaou, qui aujourd'hui fait le bonheur de Tibati et autres, ce sont des barrages comme ça de 4 MW, 3 MW, ainsi, parce qu'on a les fleuves, les rivières partout. C'est ça le rôle c'est cela. Donc il faut qu'on ait un langage de vérité, qu'on ne soit pas parce qu'on est un homme politique de position, vouloir mentir le peuple parce qu'on veut faire ceci, ainsi de suite. C'est clair et net, les questions énergétiques sont des questions techniques et on n'a pas besoin de faire de la politique politicienne. Henri Séverin, le téléspectateur qui nous regarde, dira peut-être que depuis plusieurs années, peut-être c'est le discours des hommes politiques, nous rassurer. Pourtant, le concret au quartier, au quotidien, il y a des coupures, Le téléspectateur constate avec vous que l'électricité est en déficit. Le téléspectateur constate que les hôpitaux sont en difficulté. Le téléspectateur constate que le déficit énergétique provoque des difficultés au niveau de l'alimentation en eau potable. Et le téléspectateur constate enfin que cela impacte sur la stratégie globale de développement de notre pays. Alors, au titre de la prospective, il serait peut-être pas hasardeux, il serait assez aléatoire de miser sur ces grands projets parce que nous n'avons pas suffisamment d'argent. Le Cameroun est un pays économiquement en difficulté qui doit opérer des choix en matière d'investissement sur les grands projets. Le Cameroun est un pays qui a des difficultés à réaliser les tirages qui concernent la mise en place des grands projets, étant entendu que les grands projets sont des produits de l'endettement. Et lorsque vous parlez de l'endettement, il y a un rapport de force qui s'établit entre la puissance qui endette et le pays qui reçoit l'endettement. Dans ce rapport de force, la puissance qui endette met en place des procédures qui vous amènent à vous trouver dans la difficulté de pouvoir consommer le produit de l'endettement. Parce que, vous savez, globalement, le monde est un monde de compétition et de concurrence. Ça veut concrètement dire que le plus fort n'a pas intérêt à ce que le plus faible se développe.
Et dès lors que vous allez vous endetter auprès de plus fort que vous mettra en place des conditionnalités qui ne vous permettront pas de rendre cet endettement utile. C'est la raison pour laquelle vous verrez que l'essentiel des grands projets dans notre pays connaissent de grosses difficultés en termes de rentabilité du projet. Ce n'est pas nécessairement le fait de la difficulté, de la mauvaise foi de nos administrations, de nos hommes politiques, non. C'est aussi parfois parce que autour de l'endettement, on met en place des procédures qui sont difficiles à réaliser. Pour que le téléspectateur nous comprenne bien, lorsque FMI, Banque mondiale et autres partenaires au développement vous disent on mettra à disposition du Cameroun 1000 milliards, on s'assure bien entendu que la procédure est telle que le Cameroun ne sera pas en mesure de consommer 500. Et dès lors que vous n'êtes pas en mesure de consommer 501, votre propension à arriver au bout du projet devient faible. 2, vous vous êtes endetté et vous allez commencer à payer le service de la dette avant d'avoir consommé ce pourquoi vous vous êtes endetté. Et immédiatement, cela interagit sur la fonction de développement. Vous pensez que ces grosses structures peuvent mettre en difficulté au fur et à mesure. Pourtant, ils sont là dans un processus. Je ne vous fais pas la spéculation. Je vous fais un rapport, je vous rapporte ce qui se passe dans la situation économique globale de notre pays et dans le jeu d'acteurs qui accourt au sein de ceux qui veulent accéder à la puissance internationale. Vous savez, quand vous dites Cameroun émergent, horizon 2035, très bien. Vous pensez que les partenaires du Cameroun sont contents de vous entendre dire Cameroun émergent, horizon 2035? Il y en a qui sont contents, mais il y en a qui disent, bon, on va voir, émergent 2035 veut dire quoi? Que je fais partie de ceux qui aspirent à devenir premier de la classe. Et vous pensez que ceux qui sont alignés là devant vous vont vous laisser devenir premier de la classe? Ben, je crois que c'est un rêve. Simon, on peut ajouter juste une parenthèse, parce que en fait, ce qu'il évoque là, le président de la République a évoqué cela lors de son discours au sommet États-Unis-Afrique. Ce qui ont bien suivi, il fustigeait certaines puissances internationales à faire de mauvais endettements à l'endroit des pays africains. Il nous disait très bien que avant même, je crois, si je peux paraphraser son discours, il disait que avant même qu'on ait commencé à consommer le crédit, on paye déjà le service de la dette et que ce n'était pas bien. Mais quand on regarde bien pour le cas du Cameroun, il y a des voies de contournement, la diversification des échanges. Parce qu'il y a également entre les puissances des enjeux. Et donc, à ce moment-là, et justement, il le disait une fois, je crois au perron de l'Élysée, il disait que on lui posait la question de savoir, le président de la République de Chine a fait 4 jours sur les 10 qu'il devait faire dans sa tournée africaine. Est-ce que c'est pour dire que la Chine vient remplacer la France? Il dit non, la Chine ne remplace pas la France. La France est un pays ami, un pays clé du Cameroun. Mais la Chine nous donne ce que la France n'a pas pu nous donner. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, évidemment, on n'est pas la diversification des échanges pour le cas des pays du Sud est une voie de contournement à ce type de chantage. Parce que, évidemment, vous avez par exemple, au Cameroun, il y a des grands projets qui ont réussi. Je prends le cas du port en eau profonde, la première partie. Vous voyez maintenant, on est en train de construire le chemin de fer pour, évidemment, rentabiliser davantage le port. Vous voyez qu'on a construit le barrage de Lompanga, qui aujourd'hui a permis qu'on fasse un bond. Si le barrage de Lompanga n'était pas là, on parlerait des délestages de 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, on voit très bien que le lit du fleuve le plus long du Cameroun est stabilisé et on peut mettre autant le barrage que nous voulons. La preuve, on vous dit que le barrage de Nachigal sera livré en 2024. C'est un fait. Moi, je vais sur la base de suite. Qu'il faut attendre 2024 pour voir. Écoutez, des barrages ont été livrés comme ça. On a eu le barrage de Lompanga qui a été livré, le barrage de Menvel, le barrage de Mekin. Il y a beaucoup de projets comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pays du Sud ont compris qu'il faut
c'est la géopolitique. Il faut diversifier les échanges. Si quelqu'un vous dit que lui, pour qui vous donne votre caméra, il va falloir ceci, ainsi de suite, ah ben vous dites, ok, peut-être l'autre peut me proposer mieux. Et c'est ça le truc aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on se dise une chose. Les pays africains comme le Cameroun, aujourd'hui, doivent avoir des présidents expérimentés qui savent également, parce que c'est comme une forme de jungle internationale. Il faut avoir des guerriers qui savent pouvoir sauvegarder les intérêts stratégiques de leur pays et faire avancer cela. Donc quand on dit que nous serons émergents, c'est que nous aussi, on compte sur, un, ce que nous avons comme potentiel, de deux, ce que les autres ont besoin, et de trois, ce que nous, maintenant, nos partenariats, la diversification de nos partenariats. Au Cameroun, vous trouvez toutes les puissances nucléaires, vous trouvez tout le monde. Ce qui veut dire que quand nous le disons, quand le président le dit, il ne dit pas, c'est pas un slogan. C'est que les conditionnalités sont réunies. Quand vous voyez un président de la République d'un pays d'Afrique tenir ce type de langage aux États-Unis, où il dit clairement que les prêts que vous nous donnez sont des prêts comme ceci, ainsi de suite. C'est un langage franc, c'est honnête. Et il vous fait comprendre que nous, évidemment, on a déjà... Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous donner les choses, de sorte que nous aussi, on puisse aider nos populations, évidemment, vous ne nous donnez pas, d'autre option que de nous, d'aller ailleurs où on peut nous donner mieux. On quitte le sujet. Toujours est-il, les populations ont besoin de l'énergie. Et avec ces délestages, il y a des conséquences négatives. On parle d'un enfant, d'un bébé qui a été calciné dans une couveuse dans la région du littoral, avec Konsamba et autres. Il faut il parlait des voies de contournement. Il faut quand même des voies, des moyens qui nous permettront de ne plus vivre ces situations. À notre niveau, nous situons le problème, je crois, à deux niveaux. À deux niveaux. Il faut l'avouer, beaucoup de choses ont été faites. Ça, il faut vraiment l'avouer. Avec la politique des grands travaux qui a été engagée, beaucoup de choses ont été faites. Mais seulement, on a toujours l'impression que ce n'est pas assez. Parce qu'au niveau, justement, de l'offre, elle est déficitaire. Ça, il faut l'avouer, l'offre d'énergie, surtout, elle est déficitaire. Moi, je crois que le premier problème qui se pose, c'est certainement celui de la planification, de ces projets, notamment au niveau du chronogramme même de mise en œuvre de ces différents projets. Le deuxième problème, nous le situons au niveau même de la communication. Beaucoup de choses sont faites. Tout à l'heure, Simon le disait, un certain nombre d'acteurs sociaux communiquent, comment dire, à leur bénéfice. Mais comme on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide, si l'espace médiatique est libre, ils vont communiquer dans leur sens. Je crois que les différentes structures qui ont en charge la mise en œuvre de ces projets-là, on devrait les voir. Elle devrait également occuper l'espace médiatique pour renseigner, donner des informations aux gens sur ce qui s'est fait et pourquoi est-ce que, malgré tous les investissements qui ont été faits, notamment dans le secteur énergétique, on continue de vivre les délestages. Tout à l'heure, vous avez éclairé certainement la lanterne de plus d'un dessus. Donc, il y a la communication, il y a une communication qui est déficitaire à ce niveau-là, et puis également, je crois, il y a un problème de planification. Ça, il faut le dire. On ne peut pas investir... Mais sans vous couper, oui, allez-y. On ne peut pas investir autant d'argent dans un pays comme le Cameroun et puis continuer d'avoir le type de problème auquel nous faisons face actuellement. Voilà, je voudrais vous relancer. Je vais vous faire remarquer une seule chose. Ça, c'est en 30 secondes. 30 secondes. Que vous comprenez évidemment ce que je voulais dire. Vous voyez Yaoundé, par exemple. Yaoundé, il y a 10 ans, c'est seulement dans l'Onfundi. Aujourd'hui, Yaoundé se trouve dans 4 départements. L'Alekié, l'Alekié, la Mofouafamba, la Mofouakono et l'Onfundi. Et il y a des quartiers, c'est au moins pratiquement, Yaoundé a évolué de 10 ou peut-être 30, 40, voire 60%. Et
a été établie. La planification devrait prendre cela maintenant, en compte. pour le cas de l'électricité, tous ces quartiers sont électrifiés. Bon, quand moi je suis par exemple à Dagobert, vous connaissez Dagobert? Mais, monsieur Metsengue, ce n'est pas une performance que tous les quartiers soient électrifiés. Non, n'allons pas. Si nous allons sur ce débat, la planification intègre l'évolution spatiale et temporelle de la population. La planification intègre les besoins de la population et le devoir. Non, il y a une planification des mandataires de l'État est de permettre il faut noter aux populations qu'il y a un ratio être. entre les moyens de l'État et ce qu'il fait. Mais il faut dire aux gens que, parce que l'impression c'est que, comme il y a des laissages, ça veut dire que rien n'a évolué. On est en train de dire ceci. On dit que, certes, nous sommes en déficit. Mais il faut noter que voilà le ratio. C'est ça le truc. Quand vous voyez aujourd'hui une ville comme Yaoundé. Non, ce que vous dites s'appelle. Ce que vous dites, permettez que je vous le dise. Ce que vous dites s'appelle. Une piètre consolation. Et cela ne peut pas tenir dans une logique de développement. Non, ça ne peut pas être. Une logique de développement. Ça ne peut pas être une consolation. Monsieur Msengue, je vous pose une question. Au RDPC, à combien se chiffre la population du Cameroun? Si vous n'avez pas de population, vous ne pouvez pas parler de planification. Non, écoutez, si vous me répondez, si vous répondez à cette question, nous discutons de planification. Mais si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas au RDPC de répondre. Ce n'est pas au RDPC de répondre à cette question parce que RDPC est une association. Mais en tant que citoyen, et on ne discute plus de planification. En tant que citoyen camerounais, parce que c'est facile de théoriquement de dire ceci, mais en théâtre. Moi j'ai posé une question simple. C'est combien la population du Cameroun? L'État du Cameroun, parce qu'il faut faire un distinguo entre le RDPC, qui est une association privée d'utilité publique, et l'État qui fait des planifications et qui met en musique un certain nombre de réformes pour que les populations vivent bien. Il faut noter une chose, c'est quoi? C'est que en matière d'électrification au Cameroun, est-ce que nous avons évolué? Oui. La question, je vous pose, attendez, c'est combien la population maintenant, c'est combien la population du Cameroun? Si vous ne répondez pas à cette question, le reste n'a pas de sens. Écoutez. Le reste n'a pas de sens. C'est combien la population du Cameroun? La planification, c'est bien, parce que l'État l'a fait mieux que nous qui sommes sur le plateau. Maintenant, après la planification, il y a les moyens alloués, n'est-ce pas, pour un État pauvre qui a 60 ans d'âge, comme le nôtre. Il y a les moyens alloués. Maintenant, il faut voir la vitesse d'évolution de ce qui se passe. La planification devrait tenir compte de cela. Une bonne planification, en tout cas. Oui, la planification, elle est là. On dit, voilà, la population, elle est de 27 millions ou de 30 millions. Et maintenant, nous devons, à partir de ceci, à partir de 2020-2030, arriver à tel gap. Maintenant, tel qu'on l'a dit, il faut que les moyens suivent. Vous avez par exemple un État comme le Cameroun qui est dans une auréole de feu depuis 10 ans aujourd'hui, mais qui arrive aujourd'hui à donner à 65 voire 67% de sa population l'électricité. Il faut dire une chose, c'est quoi? C'est que oui, beaucoup de choses sont à faire, mais on ne peut pas nier que ce gouvernement mouille le maillot à la tête duquel se trouve le président de la République. C'est ça le truc aujourd'hui. On a commencé par le reconnaître. On a commencé par le reconnaître, bien entendu. Ah bon, il y a un homme politique leader d'opinion, je pense qu'il est même parlementaire, qui envisage organiser une marche de revendication. Bon, malgré tout, on Elle était prévue pour le 12, pour hier. Peut-être vous avez cette information. Nous avons eu cette information. On ne peut pas quand même marcher, il y a plusieurs moyens, surtout que c'est un parlementaire, il peut poser le problème même à l'Assemblée. Effectivement, ça pose le problème, à un moment donné, de la responsabilité de nos hommes, en fait, à ce niveau de responsabilité politique, là, on ne devrait pas avoir ce type d'attitude. C'est, comment dire, un jour d'élection, un responsable politique qui vient programmer une marche, qu'elle soit syndicale ou... c'est pas sérieux. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, moi je vous ai dit, on devrait s'ouvrir vers des nouvelles façons de faire. Les 30 qui restent à nommer. Notre souhait, notre vœu à nous dans la société civile, c'est que le président de la République jette un regard vers les autres composants. La société civile. Oui, il y a d'autres composantes avec lesquelles on peut essayer, on peut également, avec lesquelles on peut faire. La composante du jeu politique.
Merci. Mesdames et messieurs, vous regardez l'émission On refait la presse sur la télévision républicaine. On prend une transition et on revient sur le plateau avec la thématique du jour. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, hier sur l'étendue du territoire national, c'était les élections des sénateurs. Et là, on parle de sénateurs, on voit immédiatement la décentralisation. On voudrait avec vous, Henri Sévérin, parler de la place du Sénat dans la décentralisation. Le Sénat et les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées du point de vue de leurs intérêts, du point de vue de leurs aspirations et du point de vue de la régulation qu'ils peuvent apporter au dispositif législatif de notre pays, de telle sorte que lorsque les députés discutent en amont des questions qui concernent l'ensemble de la nation parce qu'ils représentent la nation, que les sénateurs soient dans une approche un peu plus corporatiste qui devrait leur permettre de modaliser les options des députés par des prises en charge territorialisées des questions qui concernent le développement du pays. Ça devrait donc être un jeu très très intéressant qui permet à l'Assemblée nationale d'avoir une approche globale du développement et qui amène le Sénat à le territorialiser de telle sorte qu'il soit plus efficace et vécu en tout épanouissement par les populations. Globalement, voilà comment se présente le Sénat. Depuis les deux premières mandatures, nous avons vu pour la première mandature un Sénat qui découvrait ce que c'est que le Sénat. Vous savez, quand vous arrivez à la découverte d'une activité, vous faites votre apprentissage. Le Cameroun apprend ce que c'est que le Sénat, le gouvernement apprend ce que c'est que le Sénat, les populations apprennent ce que c'est que le Sénat, les sénateurs eux-mêmes aussi apprennent ce que c'est que le Sénat. Ensuite vient la deuxième mandature où le Sénat commence à être plus actif. Et lorsqu'il devient plus actif, on note que la navette parlementaire commence à se faire. C'est-à-dire qu'une loi peut partir de l'Assemblée nationale, nous avons vu plusieurs exemples, arrive au Sénat, retourne à l'Assemblée nationale, les discussions sont plus importantes. Vous avez vu que pendant la deuxième mandature, des groupes de sénateurs se sont intéressés à des questions spécifiques sur la société. Vous les avez vus en caravane sur le terrain, discuter avec les populations, même si on a souvent eu l'impression que le Sénat, les sénateurs, pour se rendre audibles, devaient mener quelques actions qui pouvaient relever de l'exécutif, mais nous les avons vus discuter en dehors des sessions de l'Assemblée nationale avec le gouvernement, avec les collectivités territoriales décentralisées, avec les populations, ce qui peut rentrer dans l'actif de la deuxième mandature. Maintenant, avec la troisième mandature, nous avons un Sénat plus assis. Nous avons un Sénat qui devrait désormais faire autorité et amener le gouvernement à être plus performant que ce que nous avons vu jusqu'ici. Le gouvernement, à travers ses projets de performance, fait montre pas de prétention, mais de projection suffisamment forte. Vous savez, nous avons un gouvernement très très ambitieux, mais entre l'ambition qui est présentée dans les projets de performance et le rendu que nous avons sur le terrain, nous observons qu'il y a un gap. Et ce gap peut bien entendu être rattrapé
si les forces de régulation telles que le Sénat sont plus agissantes, et si ces forces de régulation amènent les populations, et c'est là où je rejoins mon voisin d'à côté, amènent les populations, c'est-à-dire les citoyens organisés, notamment la société civile, à être plus agissantes et à impacter sur le gouvernement de telle sorte que le citoyen, in fine, puisse bénéficier de la plénitude de ce à quoi il a droit. Il faut rappeler que le président de la République et le gouvernement qu'il nomme sont des mandataires du citoyen. Et que les différentes lois qui ont été votées, notamment le régime financier révisé de 2018 et le code de transparence et de bonne gouvernance, leur donnent suffisamment de force pour demander à ses mandataires de lui rendre compte. Lui donne suffisamment de force pour proposer à ses mandataires la façon dont lui il perçoit son développement. Cela est davantage consolidé par le Code général des collectivités territoriales décentralisées à travers la participation citoyenne. Le Sénat devient donc un organe très important qui doit activer la mobilisation citoyenne d'une part, en modalisant l'action gouvernementale d'autre part. Nous lui suggérons pour sa 3e mandature de rentrer effectivement dans le contrôle de l'action gouvernementale. Non plus le contrôle dans le cadre des sessions, mais également le contrôle à plein temps. Mais lorsqu'on dit le contrôle à plein temps, cela impose que le gouvernement mette à la disposition des parlementaires des moyens conséquents. Les parlementaires où le Parlement fait partie des institutions parents pauvres de la consommation des deniers publics, des finances publiques de notre pays. Non. Si on voudrait que le gouvernement soit performant, il faudrait que les institutions en charge du contrôle de l'action publique disposent également des moyens qui lui permettent de contrôler l'action publique. On ne contrôle pas l'action publique seulement aux sessions du Parlement, c'est-à-dire la session de mars, la session de juin, la session... Non! Le contrôle est une activité qui est concomitante à l'action. Ça veut dire que chaque jour, les sénateurs doivent être sur le terrain pour contrôler l'action gouvernementale. C'est ce contrôle permanent de l'action gouvernementale qui permet aux sénateurs de faire des suggestions amélioratives au gouvernement et qui permettront au gouvernement d'être plus performant. Vous savez, si vous êtes contrôlé tous les jours, c'est évident que vous serez performant. Si vous êtes contrôlé par une institution qui a les moyens de vous contrôler, c'est évident que vous serez performant. Mais si vous êtes contrôlé par une institution qui n'a pas les moyens de vous contrôler, comme l'Assemblée nationale en ce moment et le Sénat, c'est évident que votre niveau de performance ne correspondra pas à la projection que vous faites au niveau de votre projet de performance. Nous allons faire un tour. Hier, c'était les élections. Il fallait peut-être entrer par là. Vous étiez sur le terrain. Vous avez remarqué qu'il y a une nette amélioration en ce qui concerne l'organisation, le déroulement des sénatoriales des élections avec Elections Cameroun. Effectivement. On a pu constater justement à travers les régions où nous sommes déployés qu'il y a eu une nette amélioration. C'est vrai qu'au cours de la dernière élection des conseillers régionaux, ces observations-là avaient déjà été faites, mais on a pu remarquer qu'il y a eu une continuité justement dans l'amélioration des performances, il faut le dire comme ça, de l'ECAM et des autres parties prenantes au processus, à l'organisation du processus électoral. Peut-être d'emblée nous fait savoir que tout s'est déroulé dans le calme, oui, dans la paix. Effectivement, le défi, je crois que les défis se situent à deux niveaux. Il y avait le défi sécuritaire et puis le défi au niveau sanitaire. Déjà au niveau même de la participation, on a pu constater qu'il y a eu une forte participation justement des électeurs, des conseillers régionaux et puis des conseillers municipaux. Le matériel, même la logistique des bureaux de vote, elle était disponible à temps. C'est vrai que
il y a eu quelques réclamations, on a pu enregistrer quelques réclamations de des scrutateurs, mais très rapidement, ces réclamations-là tournaient autour de la disponibilité du matériel que le président du bureau de vote devait mettre à leur disposition. C'était corrigé une fois sur le terrain. Il faut saluer déjà le déploiement également des forces de maintien de l'ordre. On a constaté qu'il y a eu un déploiement qui était impressionnant, ça il faut l'avouer, il y avait un déploiement justement impressionnant. Les CAM, c'est depuis peut-être la dernière élection, a pu innover en mettant à la disposition de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, la logistique liée aux mesures barrières, masques, gel hydroalcoolique et autres. Bon, il faut également, je crois qu'il faut féliciter les Camerounais parce que les choses se faisaient dans l'ordre. Ce sont les Camerounais justement il faut également les féliciter pour cela. Ce que nous avons également noté dans notre déclaration préliminaire, c'était l'absence des équipes de permanence dans certaines unités de commandement territorial. Ça peut à un moment donné poser problème. Vous savez que l'organisation des élections obéit à un certain nombre de canons. Donc le Cameroun nous devons pleinement entrer dans la mouvance et puis faire les choses telles qu'elles devraient être faites. Merci. Avec ces élections qui se sont déroulées hier, on peut s'enorgueillir avec le succès en ce qui concerne l'organisation en tant que Camerounais. Oui, on peut féliciter, on devrait même féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation, notamment l'administration territoriale, et les CAM et même les partis politiques qui ont été engagés dans cette élection. J'ai pu avoir des informations au niveau du sud-ouest, du nord-ouest, évidemment partout, dans tous les départements. Le vote s'est passé sans heurts, c'était normal. C'est aussi cette élection a été aussi un thermomètre dans ces deux régions pour voir effectivement que la paix est en train de finalement revenir et que la crise est en train de passer dans ces régions-là. Je crois que nous devons être fiers et nous devons continuer à fonctionner, à œuvrer dans ce sens-là, afin qu'un certain nombre de choses qu'on sorte de là. Parce que le Cameroun aujourd'hui, contrairement à ce que les uns et les autres, certaines personnes peuvent penser, est un pays qui a suffisamment montré que c'est un pays démocratique, qui a une forte culture démocratique et que, évidemment, les élections, au fur et à mesure, on se rend compte qu'un certain nombre de petits couacs sont rapidement corrigés, ainsi de suite. Et pour Elecam, c'est un bravo, parce qu'il y a eu, que ce soit pour Elecam et même pour certaines chaînes de télévision, notamment la chaîne nationale, qui a fait un programme équitable sur ces élections-là. C'était très bien, tous les partis politiques faisaient leur propagande, c'était bien. Je crois que c'est une bonne chose. J'ai même vu que Elecam a mis les moyens pour faciliter le vote à tous les partis politiques et autres. Je crois qu'il faut aller dans ce sens. Cet essai bon, parce qu'avec les échéances à venir, notamment les présidentielles, les législatives et les municipales, les présidentielles et autres, je crois que les choses, nous pouvons être sereins de nous dire qu'on a désormais un appareil électoral assez bon qui crédibilise justement les élections que nous pouvons organiser au Cameroun. Et ceci est fait sans l'apport d'une entité étrangère, parce que pratiquement dans certains pays, il y a souvent des apports étrangers, des organisations qui mettent de l'argent, qui font ceci, cela. Jusqu'ici, le Cameroun a toujours fait ses élections dans ce sens, sans qu'il y ait un apport extérieur. Ces élections ont toujours été crédibilisées, que ce soit à l'intérieur ou à l'international. Nous pouvons donc aisément féliciter le Cameroun pour ce jet qui a été un coup de maître. En troisième mandature, il faut dire que le travail des sénateurs commence effectivement. Oui,
Le travail des sénateurs, comme le disait mon copanéliste d'à côté, évidemment, le travail des sénateurs sera beaucoup plus intense. Et sera plus intense, nous attendons des sénateurs dans l'effectivité du transfert des compétences et des ressources. Parce que lors de la dernière mandature, les CTD se sont plaints de la vitesse de transfert des ressources et autres. Nous attendons que les sénateurs de cette mandature embrassent à bras le corps cette question de telle sorte que les CTD, les régions et les communes n'aient plus de raison de ne pas impulser le développement local dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est vraiment des cas pratiques. C'est-à-dire qu'au-delà des mots globalisants, ce Sénat doit être à la tâche pour permettre à ce que le développement soit partout, dans toutes les régions, parce que les moyens que l'État doit doter, des 15% qu'ils doivent doter, sont suffisants pour que n'importe quelle commune que la vie soit beaucoup plus aisée et facile, de telle sorte qu'on n'ait plus que les questions de chômage, les questions de ainsi de suite, qu'on sente que le Cameroun bouge vraiment, parce que c'est pour ça que je pense que cette mandature du Sénat, c'est-à-dire que ce Sénat qui se met en place est vraiment un instrument ultra important pour que les choses commencent à se faire voir normalement. Parce que dès le début, quand on parlait encore du Sénat, on voyait encore une entité où les gens, comme le disait l'expert, ici c'était encore un peu dans les nuages, ainsi de suite. Mais maintenant, on sait que si aujourd'hui il y a encore que les CTD continuent à se plaindre du fait que bon, il y a encore, on ne nous donne pas, il n'y a pas de transfert de compétences, ainsi de suite, on saura que c'est par là qu'on va juger le Sénat. C'est-à-dire le Sénat doit être cet instrument-là qui doit permettre à ce que le gouvernement fasse ce transfert de compétences-là et que le développement local suive. Voilà un peu ce que nous on attend au-delà des autres questions d'adapter les lois aux collectivités de territoires décentralisés et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je crois que pour nous, il faut s'attendre à ce que le Sénat mette le pied à l'étrier, de telle sorte que les 15% là, que vraiment ce soit effectif et que évidemment... Henri, merci Simon. Henri, qu'est-ce qui peut bloquer ce transfert des compétences vers les... Vous savez que la décentralisation dans sa phase accélérée est un peu arrivée avant les études. Vous savez que le Code général des collectivités territoriales décentralisées précise que les études préalables doivent être menées pour savoir ce qui sera fait par les collectivités territoriales décentralisées, comment ce sera fait et ce qui restera au niveau de l'État. Or, ce n'est que l'année dernière que ces études sont arrivées à maturité, permettant donc au gouvernement camerounais d'affirmer en toute responsabilité, c'est-à-dire après étude, que la dotation générale à la décentralisation se trouve un peu au-dessus de 750 milliards. Et qu'à date, 252 milliards avaient fait l'objet de transferts effectifs aux collectivités et principalement aux communes. Et qu'il reste à peu près un peu plus que 500 milliards qui sont à transférer principalement aux régions et accessoirement aux communes. C'est une étude de 2022. Vous voyez donc que le gouvernement de la République pouvait se trouver dans la difficulté de se lancer dans une aventure de transfert sans avoir mené des études. Et à ce niveau, on peut comprendre la prudence budgétaire, parce que si vous transférez plus, vous vous retrouvez en difficulté. Si vous transférez moins, vous vous retrouvez également en difficulté. On peut donc comprendre la prudence budgétaire qui a animé le gouvernement pour conduire d'abord à terme des études qui lui permettent d'affirmer en toute responsabilité que dans chacun des secteurs, voici exactement ce qui fait l'objet de transfert en termes de compétences, mais aussi en termes de ressources suivant le principe de la concomitance. On sait déjà en matière d'éducation, qu'est-ce qu'il faut transférer en termes de ressources, y compris en termes de personnel. On sait en termes d'agriculture, ainsi de suite, ce qui est à transférer. Et il est tout
entendu qu'à partir de 2023, les régions vont effectivement entrer en fonctionnement à travers le bénéfice des premières compétences qui seront transférées. Dès lors que vous savez déjà ce qui fera l'objet des transferts, l'État peut rationnellement s'organiser et se projeter. Maintenant, le tout ne se résume pas dans la notion de transfert des compétences et des ressources. Non, 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 non. Ce n'est pas l'objectif de la décentralisation. Si on s'arrête là, on a fait tout faux. Or, on a le sentiment que les exécutifs locaux, notamment les communes et les régions, sont arc-boutés sur les transferts des compétences et des ressources. Non! La décentralisation, c'est d'abord le transfert de la compétence objective. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité d'un territoire. La question derrière, c'est qu'est-ce que vous en faites? Qu'il y ait les ressources transférées ou pas. Parce que si les maires et les régions, telles qu'on le voit faire là, se disent on attend l'argent pour travailler, ils ont tout faux, il n'y aura rien. On n'atteindra pas les objectifs escomptés par la décentralisation. Les objectifs, c'est de dire aux maires et aux régions, vous avez les dotations factorielles chez vous. Et la première dotation factorielle, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine doit vous permettre de réfléchir sur ce que vous faites de votre maison. La décentralisation, c'est quoi? C'est quand Camdis TV, vous vous asseyez et vous dites, nous avons Camdis TV, nous n'avons pas de caméras, nous n'avons pas de tapis, nous n'avons pas ceci. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan de compétences du capital humain qui est dans la commune. Vous connaissez une commune qui connaît son capital humain dans ce pays? Aucune. Je le fréquente au quotidien, aucune. Vous connaissez une commune qui peut se dire, la question de la santé, nous allons la résoudre. Quels sont les acteurs du secteur de la santé qui se trouvent dans ma commune? Et discutons sur quelle politique publique locale on met en place en matière de santé. Ça n'existe pas. Au plan économique, pareil. Au plan éducatif, pareil. Au plan sportif, au plan culturel, pareil. Ça veut dire que l'État aussi se trouve dans la prudence de se dire, est-ce que ces gens comprennent même de quoi il est question? Est-ce que ces gens comprennent même de quoi il est question? La décentralisation, c'est deux choses. La valorisation du capital social, c'est-à-dire les humains, et le développement des économies de proximité, c'est-à-dire qu'est-ce que les humains dans la proximité sont susceptibles de produire. Et ça n'a pas besoin d'attendre l'argent de l'État. Pas du tout. Les ressources transférées arrivent donc comme votre part dans le gâteau national qui vous permet de développer votre territoire. À la réalité, ceux qui vont réussir en termes de communes ou de régions, c'est ceux qui seront en mesure de dire à l'État, vous devez nous transférer 1 milliard en termes de ressources. Oui, c'est très gentil, restez avec ça là-bas. Nous-mêmes, nous allons créer de la ressource. Quand une commune, dans une ville comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, et ainsi de suite, vous dit, on attend les ressources qui seront transférées de l'État, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les communes dans les grandes villes, peut-être dans les périphéries où les dotations factorielles ne sont pas très visibles. Mais là où vous avez interaction, la décentralisation c'est l'interaction, c'est-à-dire la rencontre d'acteurs. Et ces acteurs produisent l'ingénierie qui permet le développement. C'est pour ça qu'on vous dit, le plus gros problème de notre décentralisation, c'est la faible ingénierie qui a à produire le développement. Ça ne vient pas des collectivités, ça vient de l'État au plan global. L'État du point de vue de sa culture. Vous savez, nous sortons de l'État-providence. L'État-providence n'avait pas vocation à faire émerger une ingénierie territoriale qui permet la production. Et ça s'est transféré au niveau des collectivités. Vous demandez donc aujourd'hui aux collectivités de faire ce qu'elles ne savent pas, aux acteurs des collectivités de faire ce qu'ils n'ont pas appris à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réinventer le Camerounais qui se trouve donc dans sa phase d'apprentissage du nouveau développement auquel il est appelé à faire face. Et deuxièmement, la participation citoyenne. Pour finir, nous sommes ici à Yaoundé 4e. Et je vous poserai une question. Est-ce que vous connaissez le plan d'action de la commune qui est à 200 mètres de vous? Je cours le risque d'avoir la réponse non. Posez la question, vous êtes un médiateur d'information, ça veut dire que
dans les ménages, tout le monde sait que ce que vous dites est vrai. Mais s'il s'avère donc établi que vous ne connaissez pas le projet de performance de votre commune, il va de soi que votre implication au développement territorial sera faible. Et si vous, qui êtes le médiateur de l'information, vous ne le faites pas, dites-vous que ça peut être le cas de 95% de la population qui ne savent pas où va la commune, qu'est-ce qu'elle fait, avec quoi et comment est-ce qu'on entre dans cette chaîne. L'État vous dit, désormais, le développement, c'est vous. Et pour faire du développement, il faut être informé de ce qui se passe dans son environnement. Et les études montrent donc que la participation citoyenne est faible. Et si la participation citoyenne est faible, dites tout ce que vous voulez, transférez toutes les ressources que vous voulez, elles ne produiront pas les effets escomptés par la décentralisation. Nous avons donc le grand défi, 1, de renforcer la participation citoyenne, ce serait déjà un grand gain, et 2, de renforcer la mobilisation citoyenne. Parce que si les citoyens sont mobilisés autour d'un objectif, qu'est-ce qui peut les dépasser? Ils vont renverser les montagnes. Et troisièmement, enfin, réinventer le Camerounais, lui apprendre à travailler, lui apprendre à prendre des initiatives et lui apprendre à mesurer la valeur du temps qu'il met sur chacune des activités qu'il a amenées. C'est encore quelque chose qui doit faire l'objet d'un grand apprentissage, mais je suis convaincu que, à force de le dire aux gens, dans un moyen terme, ce serait mieux. On sort par là, le Camerounais doit travailler, surtout en ce qui concerne les municipalités. Il faut travailler. Vous savez, le paradoxe, c'est que les attentes sont énormes concernant justement toutes ces structures constitutionnelles qui doivent impulser, qui doivent conduire les Camerounais justement vers la décentralisation. Mais bizarrement ou alors paradoxalement, les populations ne semblent vraiment pas s'y intéresser, en toute franchise. On va revenir peut-être à ce qui se passait hier. Combien de Camerounais lambda? C'est vrai que les électeurs, les gens, en toute sincérité, comme le dit mon co-panéliste, les gens ne s'y intéressent pas. Pourtant, on devrait avoir un très grand engouement concernant justement la participation citoyenne, même simplement au niveau du débat. Au niveau du débat qui entoure justement ces grandes échéances électorales là-dedans. C'est comme ils le disent, nous souhaiterions justement que la prochaine mandature du Sénat soit celle de l'émergence justement de cette institution-là. Qu'on ne considère plus le Sénat comme une institution de prestige, c'est-à-dire une institution qui est loin, qui se trouve loin du citoyen lambda. D'aucuns ont posé des questions sur l'existence même du Sénat au Cameroun. Par exemple, quand on sait ce que d'autres pays en font comme outil sur le plan institutionnel, je crois qu'il faudrait peut-être que chacun prenne conscience des enjeux justement qui entourent cette institution-là. Merci. Simon, nous sommes pratiquement à la fin. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je dis, il faut quand même dire aux populations qu'ils sont des acteurs, ils sont aussi des acteurs de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on reste comme dans le passé où on attendait tout de l'État central. Aujourd'hui, là, les populations doivent faire pression à leur maire sur ce qu'ils veulent. Vous voulez de l'eau, vous demandez au maire. Les enfants ont des problèmes à l'école primaire, c'est le maire qui résout cela. Quand c'est le secondaire, c'est la région. C'est comme ça, c'est le développement de proximité aujourd'hui. Parce que aussi, si les populations elles-mêmes ne savent pas les droits qu'ils ont vis-à-vis de ces entités-là, il n'y aura pas grand-chose. Mais il faut se dire une chose, c'est que pour un début, parce que c'est le début, ce que le spécialiste développe là, c'est ce qui doit être. Mais pour un début, il y a des procédés. Il faut qu'il y ait
il faut que ce transfert de compétences et de ressources soit effectif. C'est par là qu'on commence. Merci. Par la suite, maintenant, ils vont développer d'autres choses et ils trouveront que bon, ces 15% ne valent plus rien parce qu'ils auraient développé des industries locales, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour le moment, il faut que les sénateurs qui sont mis en place là aujourd'hui aident à l'accélération, à la décentralisation, en commençant par ce transfert de ressources et de compétences. Henri Sembe, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est un partage intéressant. C'est un partage qui nous permet de contribuer à la réflexion sur le développement de notre pays. C'est un partage citoyen. Merci de m'avoir accueilli dans vos sujets. Merci d'être venu sur le plateau. C'est pratiquement le même souhait. Merci infiniment. Okay. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardé une fois de plus sur la télévision républicaine, votre émission On refait la presse. On se retrouve demain lorsqu'il sera 13h. À demain, bonsoir.